Bonjour, bonsoir, je suis Morgane, sexothérapeute. Bienvenue sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en sexploration. Il y a quelques mois, j'ai réalisé un podcast sur le désir féminin avec Aurélie Loiseau. La parole est désormais à Tristan Villemer pour nous parler de la masculinité et du désir masculin. Je vous souhaite une bonne écoute. Tristan, pour commencer ce podcast, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Tristan Jean-Jean Villemer, je suis sexologue clinicien et donc je suis aussi hypnothérapeute. Alors, avec tes mots, peux-tu me définir ce qu'est la masculinité aujourd'hui en 2021 ? Je trouve que c'est difficile à définir en 2021 parce que l'effet que ça me fait, c'est que en Occident, on est à un moment frontière entre l'héritage des masculinités depuis plusieurs milliers d'années, qui donne le patriarcat occidental actuel. Et en même temps, on voit la naissance de nouvelles masculinités. Je parle de masculinité au pluriel, hein, de nouvelles masculinités dans notre quotidien, notamment pour les nouvelles générations et notamment sur les médias. Mon avis personnel là-dessus, ça serait que nos masculinités se réinventent, mais qu'elles sont encore engluées dans une bonne dose de patriarcat. Donc ça mériterait de se réinventer encore un petit peu. Ça tombe bien, on est là pour ça, pour en tout cas questionner et re-questionner le sujet. Justement, quelle distinction tu fais entre la masculinité et la féminité ? Les différences entre les masculinités et les féminités, il y a une différence culturelle encore présente et elles sont ce qu'on fait d'elles, ces masculinités et ces féminités. À titre individuel, chacun d'entre nous. Moi, je vais être masculin et ou féminin dans mon quotidien. Et c'est ce que je vais faire de mon quotidien. C'est ce que je vais faire dans mon quotidien qui peut être plus ou moins masculin ou féminin. Est-ce que les masculinités et les féminités sont des concepts ? Et si oui, faut-il les abolir ? Oui, je suis d'accord. Enfin, je sais pas si c'est ton point de vue, mais en tout cas, je pense que oui, ce sont des concepts. C'est des concepts qui sont des concepts culturels, qui sont des concepts qui ont construit une société ou des sociétés depuis plusieurs milliers d'années. On peut toujours juger de la moralité et de l'éthique de ces sociétés. Je pense que maintenant, on a tendance à le faire encore plus et c'est quelque chose qu'on peut encourager. Et quant à savoir si on doit les abolir, à titre individuel, je dirais oui, idéalement. Mais est-ce que socialement c'est possible à une échelle mondiale ? Je sais pas. Je t'avoue que je doute là-dessus. Je doute parce que c'est des choses qui sont tellement ancrées que parfois, même si on sent le vent de la révolution et si on sent cette nouvelle manière de se réinventer à la fois à titre social et à la fois à titre individuel, on voit bien que ce qui fait société, c'est aussi des identifications. Complètement. Je pense que c'est difficile pour c'est difficile pour une majorité de réussir à aller au-delà de ces identifications. Ouais, l'effet que ça me fait, c'est questionner les masculinités et les féminités. Ça me fait l'effet d'une bulle qui prend de plus en plus de place, qui est de plus en plus importante, mais qui reste tout de même une bulle, qui est une bulle qui parfois peut être assez bourgeoise, assez éduquée. Et je me demande justement quelle est la place de certaines personnes, de certains groupes sociaux, de certains pays là-dedans.
Peux-tu nous représenter des figures de masculinité aujourd'hui, selon toi? J'ai du mal à répondre à cette question, justement. Parce que Mmh. on sent encore une fois qu'on est dans une période de scission entre les masculinités traditionnelles, c'est un peu en mode western américain, et les nouvelles masculinités. Et c'est tant mieux. C'est notamment grâce au travail des féministes depuis quelques dizaines d'années, et c'est vraiment quelque chose qui est pour le mieux, en tout cas, c'est ce que je ressens. Mais on a du mal quand même à quitter le male gaze, tu vois. On reste quand même là-dessus. C'est-à-dire que même ce regard euh, des hommes sur les hommes, et ce qui fait que moi, à titre individuel, j'ai toujours du mal à me retrouver dans une figure en particulier. Euh, c'est pour ça que je pense pas pouvoir répondre à ta question. Ou justement, ça serait peut-être intéressant de creuser ça. Est-ce qu'on manque pas de figures de nouvelles masculinités? En tout cas, dans le grand public, en dehors d'un travail, encore une fois, de niche dans lequel ça va être en contact juste avec quelques personnes particulièrement déconstruites ou particulièrement militantes, tu vois. C'est quoi les nouvelles masculinités pour toi, au juste? Les nouvelles masculinités, ça serait masculinité qui se construit en opposition avec les précédentes. J'ai vraiment l'impression que c'est un travail d'opposition, tu sais, comme si on était en histoire de l'art et qu'on passe d'un courant à un autre, où il va y avoir un courant qui se crée en s'opposant. Moi, c'est ça ce qui me gêne aussi dans les, tout ce travail de déconstruction, c'est que j'ai l'impression que c'est un travail qui se fait que en opposition. Et ce que j'aimerais bien y voir aussi, c'est plutôt un travail et un, un effort qui se fait à titre individuel, mais aussi à titre social, mais pour quelque chose et pas contre quelque chose. Pas de se construire contre les anciennes masculinités. Ce serait plutôt de réinventer les nouvelles et de trouver un certain sens dans les nouvelles masculinités. Alors après, tu vois, ce que j'ai eu envie de te répondre quand tu m'as dit c'est quoi les nouvelles masculinités, bah, j'ai eu envie de te parler d'émotions, j'ai envie de te parler de ressentiments, de rapport au corps, de care, d'écoute de soi, et encore là, je te parle juste du rapport à soi, je te parle pas forcément du rapport à l'autre, du rapport au corps de l'autre, du rapport au consentement, du rapport à toutes ces choses-là. Mais en fait, je trouve ça très pauvre, hein, parce que j'ai l'impression de me limiter à une description qui serait encore des nouvelles étiquettes et qui serait aussi comment gagner des bons points, tu vois, pour être le bon mec déconstruit et féministe. Ouais. Et c'est pas forcément un rapport avec. En fait, c'est comment dire. Ce qui me gêne là-dedans, c'est l'idée qu'on est continuellement dans ce rapport à la société et à l'autre, au lieu d'être dans ce rapport à soi. J'encouragerais plus une recherche personnelle et une déconstruction globale, pas que des masculinités. En t'écoutant, je suis en train de me rendre compte que l'objet initial de ce podcast était censé être le désir masculin, puisque j'avais fait un podcast sur le désir féminin avec Aurélie Loiseau. Lorsqu'on a discuté un peu en privé, je me suis dit que c'est un sujet qu'on pouvait pas traiter sans avoir en amont discuté un peu des masculinités / féminités et d'y ouvrir en tout cas des questions sur le sujet. Donc tu parlais du rapport au corps là justement. Quelle place a la masculinité dans les rapports intimes d'après toi ? Et quand je parle de rapports intimes, ils peuvent être d'ordre émotionnel et ou sexuel bien évidemment. La place des masculinités dans les rapports intimes, elle est écrasante. Elle est terrible. Elle est étouffante pour tout le monde. Elle est étouffante parce qu'elle est continuellement dans l'action. C'est-à-dire que il y a cette idée de devoir faire et encore faire, tu vois. Justement, on est loin de l'être, tu vois. On est loin de ce dont on parlait il y a quelques instants sur cette idée de réussir juste à être et pas être dans le faire. Faire par rapport à autrui, par rapport à soi, par rapport aux attentes. Et moi, j'ai l'impression que ces masculinités se construisent que autour de cette idée de faire et de pas être dans l'être.
Et ça, je pense que c'est très coûteux à titre individuel, mais c'est aussi très coûteux pour tout le monde. Évidemment, dans le cadre sexuel, on peut parler du regard masculin sur le corps des femmes, on peut parler de la pornographie mainstream et des possibles dégâts que ça peut faire. On peut parler de la logique qui est pro-pénétrative, tu vois. Dans l'inconscient collectif, la pénétration reste quelque chose d'inévitable, entre guillemets, pour une sexualité épanouie. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Du mal. Du mal. Non, sans rire, je peux répondre en plusieurs points sur cette question. Déjà, la première, c'est que, évidemment, il est possible d'avoir une sexualité tout à fait riche et satisfaisante sans jamais pratiquer la pénétration. J'aime bien la posture de Martin Page quand il dit que et si pénétrer, c'était passer à côté, tu vois, passer à côté de quelque chose. Pour moi, il y a plusieurs choses à déconstruire, à commencer par le rapport au pénis. Cette idée qui, tu sais, c'est le saint pénis qui doit toujours être dur, qui doit toujours être solide, qui doit toujours durer longtemps, qui doit toujours bien obéir à la tête, tu vois, comme si il y avait une espèce de cerveau dirigeant que le reste du corps devait obéir. Et comme si ce gentil petit soldat allait partir à la conquête de la place forte, vagin, tu vois, et qu'il fallait à tout prix la conquérir. Et ça donne une sexualité qui souvent en fait est assez pauvre parce que c'est une sexualité qui est principalement génitale. C'est une sexualité qui est tournée autour des appareils génitaux. Donc en fait, ça s'apparente à de la gymnastique génitale. Alors que plus les recherches évoluent là-dessus, plus on se rend compte que ce qui fait aussi la qualité de la sexualité, c'est les émotions qu'on met dedans. Donc moi, ma question, c'est quelle est la place de l'érotisme dans la pénétration dans ce cas-là, tu vois. Quelle est la place de... Comment on peut réinventer ça? Et c'est vrai que parler de circlusion, pour le coup, ça peut apporter une autre approche. En sexologie, je travaille beaucoup sur des problématiques coïtales, justement, en fait. Et en particulier sur le vaginisme et les dyspareunies. Et la dernière fois, j'avais fait un post Instagram là-dessus qui avait été plutôt bien reçu sur cette idée d'obsession de la... J'avais pas appelé ça obsession, j'avais appelé ça une injonction, je crois, à l'étroitesse. Et l'idée qu'en fait, on va vraiment encourager la sensation d'étroitesse dans le rapport coïtal. Et moi, je trouve ça super violent parce que déjà, ça demande à ce que les personnes qui se fassent pénétrer soient dans une contraction constante de leur périnée. Ça les met aussi dans une posture de passivité. Ça encourage aussi un regard qui est un petit peu pédocriminel quand même là-dessus. Sous-entendu, dans un rapport hétérosexuel, par exemple, si elle est serrée, c'est qu'elle est plus jeune, tu vois. Enfin, ce genre de discours qui est hyper toxique et qui est dangereux. Et on centralise tout autour de l'idée que la pénétration, elle doit avoir des sensations extrêmement fortes, au lieu d'aller chercher la sensibilité, au lieu d'aller chercher les émotions là-dedans. Et prendre cet inverse, c'est-à-dire au lieu de se mettre dans le rôle de celui qui pénètre, donc celui qui est actif, réinventer les masculinités dans le cadre de la pénétration, ça serait parler de circlusion. Et pour moi, les circlusions, c'est pas juste le miroir de la pénétration, dans le sens où voilà, c'est pas une personne qui rentre dans une autre et pas une personne qui s'ouvre et qui accueille l'autre. Il y a véritablement un acte profondément actif dans la circlusion. C'est pas l'autre qui rentre en moi, comme dans une pénétration, mais c'est moi qui vais venir entourer l'autre, qui vais venir le masser, qui vais venir, tu vois, vraiment le circlure, quoi. Et je trouve que ce mot-là, il est vraiment beau. Et c'est vraiment super cool qu'il soit accessible au plus grand nombre maintenant. Peux-tu me parler un petit peu de ce que tu appelles sexualité émotionnelle ? Ça me fait penser au bouquin d'Anna Harrill, l'orgasme thérapeutique. Ce que je trouve à la fois très intéressant d'un point de vue politique et en même temps très pauvre d'un point de vue sexologique, c'est la communication massive qui est faite dans les médias et notamment sur les réseaux sociaux autour de la génitalité. C'est-à-dire que à la fois c'est politiquement essentiel
est absolument génial. L'idée que on sache à quoi ressemble un clitoris, l'idée qu'on sache comment c'est constitué, l'idée qu'on sache aussi comment on peut le stimuler avec tous les comptes qui font de la pédagogie là-dessus. Et ça, je trouve ça vraiment super riche et très important d'un point de vue politique, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut remanier la manière dont on voit le corps, dont on voit les sexualités, dont on voit l'autre et dont on se connaît soi. Mais d'un autre côté, c'est que technique. C'est ça qui me gêne. C'est qu'en fait, c'est que technique. C'est toujours de la technique, tu vois. Et en fait, pour moi, ça s'apparente à une liste d'ingrédients, quoi. Un travail comme celui de June Pla, par exemple, sur Jouissance Club, d'un côté, c'est génial, mais d'un autre côté, c'est une très longue liste d'ingrédients. J'ai l'impression d'être en train de cuisiner et d'avoir juste une liste d'ingrédients en face de moi. J'aimerais bien savoir où est l'intention derrière, où sont les émotions, où est le rapport à l'autre, c'est quoi le rapport à moi. Et même si je connais toutes les techniques du monde, si je suis pas à l'aise, si j'ai peur, si j'ai honte, si je suis tellement plein de désirs que j'arrive pas à me contenir et que j'arrive pas à retenir mon éjaculation. Au contraire, si j'ai tellement peur que mon périnée se ferme et qu'en fait, la pénétration semble impossible dans ce cas-là, comment je réagis par rapport à tout ça? Qu'est-ce que je fais de cette longue liste d'ingrédients qui m'explique comment mieux jouir, avec quelle super technique ça va m'aider à jouir? Ce que je trouve pauvre, c'est l'idée que cette technique, elle viendra de l'extérieur. Comme si, en fait, au final, il fallait un bouquin pour mieux jouir. Comme s'il fallait un compte, comme s'il fallait, je sais pas, une super formation où tu vas payer une fortune, ou voilà, ce genre de choses qui fait que, en fait, au final, tu vas réussir à mieux baiser, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Parce que ça me fait un peu l'effet de si je fais un parallèle, un peu comme Willy Pasini, tu sais, le sexologue qui a beaucoup travaillé à la fois sur la nourriture et sur la sexualité, qui a écrit Nourriture et amour. Si je fais un parallèle culinaire, c'est comme si j'avais envie de cuisiner quelque chose avec mon ou ma partenaire, tu vois, j'avais envie de faire un bon repas, quelque chose de sympa, et que je passais 1 heure sur Instagram ou alors sur Marmiton ou sur Pinterest pour essayer de voir quel super plat je vais pouvoir cuisiner, tout en sachant que en fait, j'arriverai pas à faire la moitié de ce qu'il y a là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'équipement nécessaire, mais aussi parce que j'ai pas l'expérience, aussi parce qu'en fait, au final, je me l'autorise même pas si ça se trouve. Et moi, c'est ça qui me gêne en fait. C'est qu'en fait, il y a une telle différence, un tel grand écart entre certains comptes qui vont être particulièrement conscientisés, qui vont être très militants, ou certains comptes qui vont donner vraiment des techniques qui sont de l'ordre de l'orfèvrerie pour savoir comment stimuler un gland ou un clitoris. Et d'un autre côté, on a des personnes qui ont tellement honte parfois, qui sont tellement en souffrance qu'elles sont capables d'avoir des comportements ordaliques et dangereux pour eux-mêmes parce qu'ils se sentent mal dans leur sexualité, tu vois. Le livre de Jouissance Club, le livre Jouissance Club de June Pla, justement, les contes comme celui-ci et les livres comme ceux-là sont nécessaires aussi pour pouvoir, entre guillemets, matérialiser ce qui a été caché, étouffé toutes les générations précédentes. Mais effectivement, il y a cet aspect émotionnel qui est du coup lui aussi mis un peu de côté et qui serait intéressant de remettre peut-être sur la place centrale. Justement, peut-être que tu peux nous parler un peu plus de cette sexualité émotionnelle, rentrer un peu plus dans le détail. Quand j'accompagne quelqu'un ou quelqu'une qui a un vaginisme, ce qu'on appelle vulgairement un vaginisme, qu'on peut appeler plus précisément un périnéisme, parce que à proprement parler, le vagin, il va très bien dans le cas d'un vaginisme, c'est le périnée qui se contracte en fait. C'est le rapport aux émotions. Et l'idée que, au lieu de diviser le corps et l'esprit, essayer de lier les deux. Comme si en fait on pouvait s'adresser à quelqu'un comme si cette personne était un écosystème à part entière, dans lequel il y a à la fois un fonctionnement émotionnel, mais aussi un fonctionnement qui est de l'ordre du conditionnement physique, familial, culturel, etc. Ce que j'aime dans cette approche, c'est que dans ce cas-là, le corps va réagir en fonction de son environnement. Et on remarque des contractions ou une détente périnéale en fonction du fonctionnement émotionnel de la personne. C'est-à-dire que on peut se rendre compte que le périnée va se contracter quand la personne est anxieuse et quand la personne est anxieuse ou quand la personne est stressée ou quand la personne va avoir un taux de cortisol élevé quand il y a quelque chose qui se passe qui est pas OK. Ça peut être conscient comme ça peut être inconscient. Moi, ce que je propose aux gens, c'est de se servir de leurs organes génitaux comme étant des boussoles émotionnelles et sexuelles.
Si j'arrive pas à bander, c'est peut-être parce que émotionnellement, je suis pas à ce que je fais, ou émotionnellement, il y a quelque chose qui me préoccupe, ou que le regard des autres, ou que le jugement que je porte par rapport à moi-même est peut-être trop sévère. Donc, quand je parle de sexualité émotionnelle, je parle de ce rapport-là à notre propre corps et à notre propre sexualité. Mais je parlais également. L'orgasme, c'est une structure émotionnelle pour moi. Vraiment. C'est-à-dire que quand la personne jouit, c'est qu'elle s'autorise à jouir. C'est pas pour rien que c'est la partie centrale du cerveau qui déclenche ça. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'autorisation inconsciente au fait de jouir. Dans ce cas-là, l'idée, c'est qu'on puisse laisser le plus de place possible aux émotions, aux ressentis, à l'écoute de soi et de l'autre, d'où l'intérêt d'un degré de consentement qui est excessivement élevé dans le rapport sexuel. Et je parle pas juste du fait de savoir dire oui ou non, parce que limiter le consentement au fait de dire oui ou non, c'est super pauvre, quoi. Ça consiste à dire que d'un côté, je sais pas, il y a l'eau, puis de l'autre côté, il y a le feu, enfin, de l'autre côté, il y a le bien, il y a le mal, enfin, c'est extrêmement binaire, en fait, comme vision du consentement. Le consentement, c'est vraiment l'idée d'adhérer au plus profond de soi, consciemment et aussi inconsciemment, à ce qui est en train de se passer. Mais aussi de s'assurer que l'autre soit dans cette posture, d'où l'intérêt du consentement enthousiaste, où on peut réussir à écouter l'autre, écouter ses besoins et s'assurer à tout moment que c'est OK ce qui est en train de se passer. Au-delà même que ça soit OK, que ça soit vraiment quelque chose d'enjoué, tu vois. Et ça permet de laisser une place à ces émotions. Ce que je suis en train de dire aux gens, c'est s'il y a la possibilité de peut-être moins génitaliser, moins techniciser la sexualité et plus écouter ses émotions, écouter ce qu'on ressent dans son bassin, ce qu'on ressent dans chaque petit détail, quoi. Des pieds à la tête, par rapport à l'autre, par rapport à ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'on peut laisser de la place à encore plus d'émotions dans la sexualité et qu'on peut amener à une sorte de libération émotionnelle. Pourquoi pas avoir, dans ce cas-là, voir l'orgasme comme étant une structure émotionnelle à part entière. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est pas qu'est-ce qui me fait bander, qu'est-ce qui me fait mouiller, c'est qu'est-ce qui m'émeut. Qu'est-ce qui m'émeut? Parce que plus je sais ce qui m'émeut, plus j'accepte l'idée d'être ému par ça, et plus je vais jouir. Très bien. On arrive à la fin de ce podcast et il va me falloir malheureusement écourter cet échange. Enfin, tu es très actif sur Instagram. On peut retrouver nombreux de tes posts qui traitent de ces sujets en profondeur, justement. Est-ce que tu peux nous partager un peu tes réseaux sociaux, ton site internet? Mon site internet, c'est Villemer Hypnose. Donc Villemer, c'est V-I-L-M-E-R. villemerhypnose.com. Et je fais des consultations sur Tours, mais également en ligne sur Doctolib. Et je suis pas mal actif, c'est vrai, sur Instagram. J'essaye d'avoir un compte qui est le plus large possible avec plein de choses différentes, tout ce qui m'anime, donc le rapport aux émotions, au corps, à l'éducation, à l'enfance, à la sexualité aussi. Enfin bref, il y a plein de choses différentes. Et ça, c'est Villemer Tristan. Voilà. Dans la description, il vous suffit juste de cliquer sur les liens qui seront ajoutés. Est-ce que tu as autre chose à rajouter pour clôturer ce podcast? Une chose que je dis souvent, c'est foutez-vous la paix. Mais juste, foutez-vous la paix, quoi. Vraiment. Merci beaucoup Tristan, et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Si vous souhaitez témoigner sur un sujet autour de la question du genre, des orientations ou pratiques sexuelles, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @cineden_sublime_podcast, ou bien si vous désirez prendre rendez-vous pour une consultation en sexothérapie ou alors participer à un de mes ateliers sexo, rendez-vous sur mon site internet www.cinedensublime.com. Vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations en description. À très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, montrez-moi votre soutien, que ce soit avec un like, un partage, un commentaire sur votre plateforme audio d'écoute favorite, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, YouTube ou bien même sur mon site internet cinedensublime.com. Ça fait toujours plaisir.